qui sont là dans les bidonvilles de fortune, qu'on les emmène à 10 km, qu'on leur enlève une chaussure pour les laisser rentrer à pied pour essayer de les décourager, honnêtement, je ne retrouve pas la France. Ça, c'est la réalité que vous avez vue, pas loin de Sangatte et de Calais. Je ne l'ai pas vu, c'est ce qu'on m'a raconté sur place, mais tout le monde me l'a confirmé. Et donc, oui, il faut lutter contre l'immigration clandestine, j'ai aucune faiblesse là-dessus. Mais quand ces gens sont chez nous, qui sont insérés, ces gamins qui sont à l'école, ceux qu'on a vus plus âgés, qui travaillent, honnêtement, on ne peut pas se dire qu'on n'en a rien à faire et qu'on va les mettre dehors. Mais qu'on comprenne bien, votre position, c'est on régularise cela, ou à peu près, à part les cas un peu litigieux, mais derrière, parce que pour les prochains qui arriveraient, qui s'inscriraient à l'école et qui deviendront ceux qu'on devra régulariser dans peu de temps... Le problème que nous avons, et vous avez raison de poser la question, parce que tous les Français, moi-même, avons tous le sentiment que l'immigration est un problème. Le problème que nous avons, ce ne sont pas les quelques dizaines de milliers de personnes qui rentrent frauduleusement. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait essayer de limiter au maximum ce nombre-là. Mais c'est l'insertion des 4 millions d'étrangers qui sont en France. Il y en a une petite moitié qui est européenne, cela s'insère facilement. Il y en a 2,5 millions qui viennent principalement du Maghreb, d'Afrique noire et d'Asie. Et ceux-là, on a du mal à les insérer. Je comprends bien, mais sur notre dossier, je comprends, mais c'est ce dossier-là sur lequel on se mobilise. Sur ce dossier, ces gamins sont chez nous lorsqu'ils y sont depuis un certain temps et ceux-là sont scolarisés. Il faut leur permettre de poursuivre leur scolarité. C'est la grandeur du pays d'être juste. Et derrière, ce que vous dites, c'est que pour les prochains qui viendraient éventuellement se scolariser et qui seront dans le même cas que Karina, vous avez une position plus ferme. Non, il faut être ferme sur l'entrée. Il faut éviter l'entrée. D'ailleurs, ce n'est pas un problème seulement français, c'est un problème de police européenne, parce que sinon, ils rentrent par d'autres pays. Mais lorsqu'on a chez nous des gens qui s'insèrent, qui travaillent, qui arrivent à survivre dans des conditions très difficiles, qui marquent pas là leur détermination à rester chez nous, on doit les traiter de façon humaine. Être ferme avec la loi, mais être juste sur l'humanité. Voyez-vous, il faut deux choses. Il faut une main ferme et il faut une main juste. On ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Isabelle, quand ces enfants viennent s'inscrire à l'école, les parents les inscrivent à l'école, vous savez qu'ils sont sans papier? Oui, en général, on le sait. Pas forcément parce que les parents ne sont pas obligés de donner le papier. Parce que c'est ça que je voudrais que vous racontiez précisément, parce qu'il y a cette forme d'ambiguïté de scolariser des enfants qui, a priori, ne sont pas là, ne devraient pas être là. Comment ça se passe concrètement? Vous, en tant qu'institutrice, vous ne savez pas que ces enfants, a priori, sont en situation illégale? Moi, je ne peux pas trop donner un exemple. Je ne suis pas directrice, mais j'ai moi-même aidé à scolariser des enfants. Et je l'ai dit spontanément à la directrice parce que je voulais être honnête. Mais il vous arrive aussi d'avoir des enfants dont vous ne connaissez pas forcément l'état de l'égalité, quoi. C'est plutôt les directeurs qui pourraient répondre à cette question, je suis désolée. En tout cas, il y a un très bon livre qui, si on veut se faire une idée, c'est le livre d'Anne Gunsberger, qui était journaliste à Canal, à France 2, Écolier, vos papiers chez Flammarion, qui explique le cas de ces 10 000 enfants et qui revient sur ce sujet. Merci beaucoup de votre témoignage. Ce qui est sûr, c'est que les enfants ne disent pas qu'ils sont sans papier. Ils ont honte. Ah, ils ne le disent pas. D'accord. Merci beaucoup de votre témoignage et de votre combat surtout. Merci Karina. On va remercier, avant de continuer avec Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair, Michel d'être passé nous voir. Le film sort mercredi. Il y a Comme tu es belle qui fait un carton et c'est mérité. Merci d'être passé. Puis Garou, l'album avec Patrick Dils. Et puis la tournée pour le mois de novembre. Merci à tous les deux également. Merci beaucoup. On en arrive donc à Dominique Strauss-Kahn qui, avec Anne Sinclair, ça y est en campagne. Est-ce qu'à l'Élysée, il faut être un couple en 2007 pour réussir? Regardez déjà les premiers éléments de réponse avec Marie-Laurence Rincé. Et puis derrière, on discute ensemble de votre livre et Anne nous rejoint. Marie-Laurence Rincé. Dominique Strauss-Kahn vient de présenter son dernier ouvrage, 365 jours, véritable journal d'un candidat à la présidentielle. Et l'une des premières à le féliciter, forcément, c'est son épouse Anne Sinclair. Depuis quelques mois, il ne se lâche plus d'une semelle. Quand DSK se montre quelque part, Anne n'est jamais très loin. Ils vont même jusqu'à afficher devant les caméras et dans les magazines l'image d'un couple unique qui roule pour le candidat DSK, dont l'un des atouts, et pas des moindres, est d'être marié à une femme très médiatique. Elle a beau expliquer qu'elle soutient son combat, que c'est très important, qu'elle est là à ses côtés, qu'elle lui apporte l'équilibre. Oui, bien sûr, tout ça c'est vrai. Mais elle est là parce que quand elle est à côté de lui, il y a les caméras. Alors que quand elle n'est pas là, bon, il y a des caméras aussi, mais pas les mêmes, pas tout le temps. Pas quand il fait un discours, qu'elle le regarde, qu'elle l'applaudit, on fait un gros plan sur ses beaux yeux. Voilà, tout ça, ça fait partie du personnage. Elle connaît tout le monde. Elle sait où sont les pièges, où sont les choses trappes. Donc elle va l'aider, elle va le conseiller. Faire la promotion et la campagne de Monsieur Main dans la main, une nouvelle façon de concourir pour l'Élysée qui pourrait donner le ton de la prochaine élection présidentielle, en la jouant ainsi à l'américaine. Depuis John et Jackie Kennedy, impossible en effet d'accéder à la Maison Blanche sans embarquer femmes et enfants dans l'aventure.
Aux États-Unis, un candidat qui a du succès, c'est un homme qui a du succès dans tous les domaines. Alors dans sa vie publique, mais aussi il faut qu'il montre le succès de sa vie privée, c'est-à-dire une femme belle, intelligente, qu'il soutient, des enfants qui réussissent, qui sont sympathiques et photogéniques. Si en France on n'en est pas encore tout à fait là, les femmes des candidats sont de plus en plus souvent conviées à poser dans les magazines ou à accompagner leur époux sur le terrain. Bernadette, Cécilia, Sylviane ou encore Elisabeth Bayrou qui pose avec son mari François dans un hebdo People. En 2002 déjà, elle avait donné de sa personne. Je pense qu'il faut se montrer un petit peu quand même et les militants demandent à voir la femme du candidat, donc je le fais volontiers. Ce n'est pas mon métier. Non, ce n'est pas son métier et c'est vraiment un plaisir à François. Je n'ai jamais de ma vie tenu meeting ou réunion publique en présence de ma femme, de mes enfants. Il y a une curiosité normale pour savoir quel est l'entourage d'un homme ou d'une femme qui se présente à des fonctions comme celle-là. Si aux États-Unis il est devenu impossible de faire campagne en solo, de ce côté-ci de l'Atlantique, la chose est encore envisageable. Suivez mon regard. Ça pourrait être un handicap d'être célibataire. Si vous arrivez à 50 ans, célibataire endurci. Moi, je pense par exemple à l'exemple autrefois de Krasuki, vous savez, le leader CGT, qui vivait avec sa maman. Alors ça, évidemment, on pouvait se poser des questions. C'est pas les cas de Sarkozy, vous reconnaîtrez. Hein. Bon, il a une femme très jolie. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont séparés pour l'instant. Bon, tant qu'il n'a pas une autre femme à montrer avec des atouts particuliers et tout, moi je pense que les Français ne lui en voudront pas du tout d'être pour le moment célibataire. Ils savent très bien qu'il retrouvera quelqu'un et qui sera sûrement très bien. La situation pourrait en revanche sérieusement se corser dans le cadre du couple Ségolène Royal-François Hollande, ou quand c'est sans doute monsieur qui devra s'effacer devant madame. Dans beaucoup de couples, cette question est posée quand une femme prend le pas sur l'homme. Je veux dire, jusqu'où va-t-il l'aider sans que le couple tangue, voire chavire? Comment ça peut se vivre, cette question-là? C'est une grande question pour demain. Avoir une stratégie présidentielle du couple comme Dominique Strauss-Kahn, ça pourrait éventuellement aider, mais sans doute pas suffire. On imagine en effet que les militants et les électeurs se décideront sur d'autres arguments. On a envie de le voir au milieu des Français, en train de les serrer contre lui, de prendre leurs problèmes à bras le corps, et pas qu'ils nous disent « j'aime ma femme, elle m'aime », ce dont on ne doute pas un instant.